Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, Les Grands Jurys reçoit Dr Modibo Soumaré. Il est le président du cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Dr Soumaré, merci de cette deuxième comparution devant les Grands Jurys. Je vous remercie. Avec moi pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta. Il est le directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Djito Segebeji, directeur de publication du journal Mali Horizon. Je voulais dire le journal 22 septembre. Bruno, merci d'être avec nous. Merci. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans l'émission Les Grands Jurys. Docteur Soumaré, votre observation sur la composition du jury? Ça me va parce que je pense que devant un jury qui doit trancher selon l'esprit de la loi, il ne faut pas craindre la composition. D'accord. Il faut croire surtout à son innocence. La composition n'est que détail finalement. Absolument. Okay. Bruno? Monsieur Dr Modibo Soumaré, je crois que c'est le président, c'est une présidence à la tournante. Oui. Aujourd'hui, c'est le président du cadre de regroupement pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce nom d'ailleurs qui a changé, on reviendra là-dessus. Il est le bienvenu par rapport toujours à l'actualité pour nous dire ce qu'il pense de tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qui est les derniers événements. Donc, il est le bienvenu par rapport à ça. On s'attend à ce qu'il réponde franchement sans langue de bois. Voilà, c'est tout. Abdraman, des avant-propos? Bon, effectivement, c'est ça. Et non seulement l'actualité, mais aussi le fond de l'actualité. Depuis quelque temps, ils se sont illustrés par un Trudeau, la scène politique, qui n'a pas manqué d'avoir aussi des réactions un peu partout. Je pense qu'aujourd'hui, il est le bienvenu pour nous éclairer par rapport au contenu de tout ce qu'ils ont dit, et les propositions qu'ils ont eu à faire, les recommandations qu'ils ont eu à faire, et leur prise de position par rapport à la conduite actuelle de la transition. Et je pense qu'on l'a déjà reçu ici. Il ne s'est pas dernièrement illustré, il ne s'est pas par une quelconque langue de bois. Nous estimons qu'aujourd'hui aussi, il n'y a pas de raison de ne pas dire franchement et en toute sérénité et en toute franchise ce qu'il pense de la situation. Docteur Soumaré, il y a encore... il sera jugé. Il sera jugé en fonction de son courage d'aborder les questions avec franchise et sérénité. Docteur Soumaré, il y a quelques jours encore, votre regroupement s'appelait Cadre d'échange pour la réussite de la transition. Aujourd'hui, vous avez changé de nom, c'est le cadre, si vous voulez, des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce à dire que la réussite de la transition n'est plus une préoccupation chez vous? Et je vous remercie. Je crois que ça ne vous a pas échappé que les cadres en fait étaient régis par des textes qui venaient à terme, qui devenaient caduques à partir de mars 2022. Parce que nous avons... Depuis mars 2022. Le 25 mars. Voilà. Donc nous avions estimé que on devrait travailler justement pendant ce laps de temps à accompagner la transition pour sa réussite et qu'il y ait les élections, que les Maliens trouvent un président élu avec une Assemblée nationale élue. Voilà, le retour à l'ordre constitutionnel. Pour diverses raisons, on s'est retrouvé pratiquement dans le vide juridique. Ce n'aurait été en tout cas les concessions faites à la dernière minute. Voilà, il est évident qu'il n'y a pas eu d'élection. De cette période octobre, donc le cadre même vivait sur la base des anciens textes qui étaient devenus caducs. Donc il s'est agi pour nous de réactualiser les textes, aussi de tenir compte de ce que nous vivons. Donc on a amélioré les textes. Par exemple, la défense des droits et libertés ne faisait pas partie des objectifs du cadre. On a dû les introduire eu égard à un certain nombre d'observations, de pressions justement sur les personnes, et qu'il nous a semblé que nous avons,
peut-être eu la naïveté de croire que depuis 1991, que les libertés individuelles, les droits humains, la liberté d'association, le multipartisme intégral, la démocratie, pour nous, c'était écrit... C'était justement dans le souci d'adapter le regroupement à la réelle politique. Absolument. Et puis, tirer les leçons des dysfonctionnements. Parce que c'était une première quand même que tous ces acteurs se retrouvent dans un cadre. Donc on a tiré les leçons parce que la présidence c'était 1 mois. Oui. Aujourd'hui c'est 3 mois. Aujourd'hui c'est 3 mois. Et donc aussi les décisions se prenaient pratiquement à l'unanimité. Parce qu'on a dit consensus, on dit consensus, il n'y a pas de consensus, ça veut dire que c'est l'unanimité. On sait que ça peut bloquer. Comme la CEDEAO, hein? Comme la décision le droit de veto. Oui. Donc on a dit il faut que la majorité s'exerce. Oui. Et ça s'appelle le centralisme. C'était un dysfonctionnement à votre. Voilà, ça, par exemple, pour faire sortir un communiqué, on pouvait prendre 1 semaine, 2 semaines. Aujourd'hui, au bout d'une journée et de 3 jours, on a fini. Adraman a justement une question sur ça. Effectivement. Est-ce que c'est en vertu de cette peau neuve que vous avez faite que la présidence du cadre vous est revenue quelque temps après, alors qu'elle devrait être tournante? Puisque vous étiez quand même il n'y a pas longtemps, à ce que je sache, président, et la main avait passé. Ensuite, vous reprenez encore la main. Est-ce que par ailleurs, est-ce que les changements que vous avez opérés ont tenu compte d'un dysfonctionnement, c'est-à-dire du dysfonctionnement qui a pu entraîner sans conséquence la sortie d'un grand parti politique du cadre comme l'ADEMA? Il disait qu'un cadre n'était pas un regroupement traditionnel, et pas un regroupement habituel qui donne des obligations à ses participants. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser que les composantes de ce cadre ont des obligations vis-à-vis de l'ensemble? Il faut comprendre, ma présidence, la présidence de l'ARP, j'assume, qui est présidée par Djamaï Berkoulouali, et je précise aussi, c'était en février. Oui. Voilà, nous sommes en décembre. Donc, mais vous avez suffisamment de composantes pour que la main puisse passer? Absolument. Certains avaient renoncé. On parle déjà d'une 50aine de... Oui, en fait, il y a 4 plateformes politiques. Il y a une plateforme de la société civile et il y a quelques partis politiques. Donc, généralement, la présidence tourne entre les plateformes et certains partis. Ok? Et pratiquement le seul parti qui a eu à assumer la présidence du cadre, c'est le parti ILMA, sinon les autres c'est des plateformes. Donc il n'y a pas eu de saut et tout, et voilà. Donc ça vous revient dans le nombre, dans la régularité. Donc ce n'est pas eu de précipitation pour que nous ayons la présidence. Ni renoncement de certains pour que vous puissiez avoir ça? Non, et en septembre, puisqu'on a l'impression que certains ont peur de prendre carrément. Je vais dire, en septembre, il y a eu la fin de la présidence du regroupement Espérance Djigakura et ça devrait passer à Yelema. Bon, on a passé pratiquement 1 mois et Yelema n'a pas voulu prendre. Oui, parce que le président avait des obligations, il devrait voyager, il a dit de passer la main à l'ARP. Et quitte des dysfonctionnements dont j'ai parlé, qui ont conduit à certains partis, grands partis comme l'ADEMA, à se retirer sans conséquence, puisqu'ils ne respectaient pas les mots d'ordre du cadre. Est-ce qu'aujourd'hui, une composante du cadre peut se permettre la même chose? Demeurer membre sans être... cadre également. Je veux dire que l'ADEMA n'a pas quitté les cadres. En fait, il y a eu des échanges. Mais ils sont quand même des électrons libres. Il faut reconnaître qu'ils sont des électrons libres. Il y a eu des incompréhensions qui ont fait que l'ADEMA ne venait pas. Donc on les a démarchés, on était en bon terme. Ce n'est pas parce qu'ils ne venaient pas seulement. Ils sont aussi des électrons libres. Ils agissent comme ils veulent. Ils sont dans le cadre en même temps. Tout ce que vous dénoncez, ils ne s'y associent pas. Et ils sont du côté aussi de... Je crois que ça ne nous a pas échappé au mois de mai, quand nous avons demandé la démission du Premier ministre, l'ADEMA a demandé aussi la même chose. Donc quand même, et je peux dire que l'ADEMA est en phase avec les cadres. Mais l'ADEMA ne vous a pas aussi accompagné quand il s'agissait de ne pas soutenir la transition, au-delà de son mandat, du délai. Il y a eu des interprétations. Et en février, quand on a parlé, on a dit qu'il faut rétablir les choses à leur bonne place. Quand en février, on a dit nous allons travailler pour qu'on évite le vide juridique et qu'à partir du 25 mars, on allait se retrouver
dans le vide juridique. D'accord. Et un des porte-parole, en tout cas qui a le plus parlé à l'époque, c'était Maître Kassim Tapo qui a dit la demande. Donc ce n'était pas un problème. D'accord, allez-y Bruno. Oui, docteur Soumaré, vous ne m'avez pas semblé avoir répondu à la question précise. Le nom a changé, votre vocabulaire, la réussite de la transition, cadre pour la réussite de la transition. Aujourd'hui, vous l'avez remplacé par le cadre pour le retour. Qu'est-ce qui fait que des partis politiques, des partis l'objectif pour le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, avant c'était la transition réussie. Aujourd'hui, cadre d'échange des partis regroupement pour une transition réussie. Oui. Et je crois que si vous le disiez entre les lignes, quand on dit le retour à l'ordre constitutionnel, une transition réussie, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Oui, justement, pourquoi vous avez préféré l'expression retour à l'ordre constitutionnel à une transition réussie? Je crois qu'il y a eu des partis qui ont changé de nom, il y a eu des regroupements qui ont changé de nom. Donc on a dit le retour à l'ordre constitutionnel doit être l'objectif principal de tout. Est-ce que cela ne traduit pas une certaine impatience par rapport à ce retour à l'ordre constitutionnel? Puisque vous avez parlé de l'échéance 25 mars 2020. Mais il est évident que, voilà, pour éviter les problèmes, parce que quand même notre pays est sous sanctions. Pour qu'on sorte de toutes ces sanctions, il faut retourner à l'ordre constitutionnel. D'accord. Donc pour nous, il faut que voilà, la transition réussisse, et pour que ça réussisse, il faut retourner à l'ordre constitutionnel. D'accord. Ce changement aussi a été constaté par l'opinion à la veille d'une mission, si vous voulez, du médiateur de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, au point d'amener le M5 RFP à vous accuser d'être en accointance, en intelligence avec la CEDEAO pour justement déstabiliser la marche de la transition. C'est désastreux. Vous savez, le plan d'action du cadre a été écrit, adopté le 29 octobre 2022. Et dans ce plan d'action, il y a la conférence de presse, il y a la rencontre avec la classe politique et il y a la rencontre avec les forces vives de la nation. Nous avons en face de nous un Premier ministre clivant qui a dressé des murs entre les Maliens. Le cadre a pris la responsabilité de jeter des ponts entre les Maliens. Nous avons rencontré d'innombrables Maliens. Nous avons rencontré 3 anciens premiers ministres. Nous avons rencontré toutes les forces religieuses. Nous avons rencontré des chancelleries. Et notre message, c'était de dire, mettons-nous ensemble, coude à coude, au lieu d'être face à face, pour réussir cette transition. Le travail que le gouvernement devrait faire, c'est ce que le cadre est en train de faire. Et aujourd'hui, il est évident, il y a eu des interprétations. Mais vous n'avez pas été voir les M5 quand même, qui a une grande composante aujourd'hui. Nous avons écrit au M5, oui. Et je pense, j'ai eu le permanent du M5 il y a 2 jours. Ils vont nous appeler pour convenir des jours de la rencontre, pour dire que nous ne sommes pas dans l'exclusion, oui. Nous ne regardons pas en chien de faïence. Nous avons en face de nous un pays divisé, un pays occupé par des narcotrafiquants, par des djihadistes. Un pays divisé par des gens qui n'ont cure des vies humaines. Ma pensée va vers ces personnes, ces nombreux élèves qui ne vont pas à l'école. 1800 écoles fermées. Et pendant cette période, quand nous rencontrons les forces vives de la nation, oui. Pour prêcher la bonne parole, si le M5 RFP, parce que je crois que l'essentiel des M5 se retrouve d'ailleurs dans les M5 Malikourois. Le M5 RFP se permet un tel chiffon, nous disons il faut qu'ils répondent de leurs propos. On ne peut pas aujourd'hui nous impressionner en nous disant oui, nous sommes d'intelligence avec... Vous êtes en train de nous dire que vous êtes en train de préparer une procédure judiciaire. Parce que ce n'est pas n'importe qui a signé. Oui. C'est un ancien ministre et avocat. Et ce n'est pas n'importe qui a lu. C'est un ancien ministre. Nous, on ne va pas descendre dans la boue. Nous n'allons pas renverser les poubelles. Mais nous allons leur faire croire une chose que les juges et la justice malienne va leur faire comprendre qu'on ne peut pas s'en prendre aux honnêtes citoyens qui ont tout donné de leur vie pour
aller se dormir tranquillement chez eux. D'accord, allez-y. C'est vous qui pensez que vous avez tout donné pour votre vie et ils pensent autre chose. Puisqu'ils pensent qu'en réalité, votre sortie, c'est une façon de mettre vos propres passifs à la charge de la transition. Puisqu'en réalité, ils montent au créneau pour le compte de la transition. Et non pas pour eux-mêmes, mais ils veulent tendre la main. Ça, c'est de la boue. Mais c'est courante. J'ai dit simplement ça, c'est de la boue. Et ils en jugent notamment. Oui. Ils disent par exemple que vous êtes mal placé, en somme, que vous êtes mal placé pour parler de certaines choses, de certaines... La bonne gouvernance. Qui est bien placé. De bonne gouvernance, parce que, non, ils en prennent quand même, ils prennent quand même des exemples. Poser la question, allez-y. Ouais, ils en jugent notamment par une panoplie de dossiers, dont le dossier des engrais frélatés, qui sont portés des par blindés en chiffon. certains d'entre vous, des blindés en carton, d'avions achetés non livrés, l'affaire Paramount, d'affaires de commandes, des trucs. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces accusations-là, vous, puisqu'en réalité, c'est ça qu'ils disent. Est-ce qu'en réalité, n'y a-t-il pas de justice dans notre pays? Est-ce que c'est le cadre qui est aux commandes qui décide de l'ouverture des enquêtes, des jugements? Je crois bien que c'est eux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout de celui qui a lu. Il me connaît très bien. Il connaît les membres du cadre. Il faut que le pays va si mal. Il faut que les hommes et les femmes qui ont décidé de créer leur parti acceptent d'honorer cette mission. Maintenant, je comprends que certains d'entre eux en est même arrivé à dire de dissoudre leur parti, parce que de dissoudre l'ensemble des partis politiques de ces pays, parce qu'ils n'ont aucune considération pour leur mission. Nous, on dit aujourd'hui, si nous avons créé nos partis, c'est pour servir nos concitoyens. Et aujourd'hui, nos concitoyens ont compris qui est qui. Il faut arrêter d'instrumentaliser ou de prendre les Maliens pour des bambins. Oui, mais est-ce que votre ce que nous disons aujourd'hui, si vous regardez notre document, ce que nous disons, nous faisons un constat que eux-mêmes ils confirment et nous proposons des solutions. Nous nous interdisons de critiquer quoi que ce soit si nous n'avons pas à côté toute proposition. Les choses sont claires. Oui, d'accord, mais ils sont à bout de votre posture. Et maintenant, ils passent par l'invective, par les insultes, par les diffamations. À ce moment, il faut que les juges disent... Ah voilà, cette posture de porter la question devant la justice ne contredit pas votre démarche de rassembler, votre démarche de rassembler et de parvenir à une cohésion de l'ensemble de Maliens. Le Mali est uni, mais quand il y a problème, la justice doit trancher. S'ils sont aussi convaincus de leur accusation, ils ne devraient pas avoir peur d'aller... Allez-y Bruno, Est-ce que s'il vous plaît, Bruno, allez-y. On a comme l'impression que c'est plus des menaces que des faits réels de saisir de la justice. Si vous aviez à saisir la justice, cette réaction a eu lieu, il y a eu déjà des heures, vous auriez pu l'annoncer avant ce plateau. Est-ce que vous n'êtes pas dans la politique politicienne de menaces, des effets d'annonce, des effets d'annonce de baga comme on le dit? Comprenons-nous. Oui. Et nous prenons notre mission très au sérieux. Et ce n'est pas X ou Y qui, de sa chambre, décide de ce que le cadre doit faire. Le cadre fait une réunion de son directoire. Et il y a des débats, des fonds et des formes qui sont tenus. Et à partir de là, on décide quels sont les moyens. Ce n'est pas seulement la justice, mais aussi on va les répondre. Il faut qu'ils regardent ce qu'ils ont fait de notre pays. Il faut qu'ils regardent ce qu'a été leur gestion. Mais eux aussi disent... Mais il faut que les uns et les autres arrêtent de nous faire... le pouvoir mais M. Kajogé, il n'a pas été ministre. Je ne vais pas citer d'autres parce que c'est lui qui a lu. Parce que nous sommes encore dans le sens des rassemblements. Mais on veut être dans les rassemblements, dans la vérité. Il faut que les uns et les autres arrêtent. Et si jamais vous saisissez la justice, quelle chance de succès donnez-vous à ces actions éventuelles? J'ose croire que la justice de mon pays est indépendante. J'ose croire que la justice va dire la vérité. Ce n'est pas Soumaré qui porte plainte. C'est le cadre qui va porter plainte et contre certaines personnes qui ont dit que nous sommes en intelligence avec des forces étrangères pour déstabiliser notre pays. Mais vous vous rendez compte de la charge? Mais on ne peut pas se permettre de tout dire.
Et en plus, ils sont en train de courir derrière des propos des vidéastes. C'est ce qui est grave. Nous avons rencontré l'imam Mohamed Diko, avec tout mon respect que j'ai pour lui. Ils ont dit oui, ils sont partis pour fomenter des choses. Nous rencontrons le premier ministre par intérim. Ah oui, ils sont en train d'aller... Mais vous voulez quoi? On a écrit pour leur information, pour leur gouvernement. Nous avons écrit au président de la transition, nous avons écrit au président du CNT. Parce que nous pensons que les meilleurs alliés, les alliés qui ont des propositions concrètes, sérieuses, de sortie des crises de d'autres pays, se retrouvent au sein du cadre. Oui, se retrouvent au boulevard de l'indépendance aussi. Ce qui était au boulevard de l'indépendance, je pense que le boulevard de l'indépendance, c'est pour nous tous. Mais nous pensons... Oui. Quelle est la finalité de cette démarche en réalité? Il est évident qu'on parlera aux Maliens. Nous ne sommes pas dans la politique de tout renverser. Ça ne nous avancera pas, mais on parlera aux Maliens. On fera des meetings d'information des Maliens. On a rencontré des Maliens, des chefs religieux chez eux. On a rencontré des plateformes politiques. On a rencontré des anciens responsables, des personnes qui ont eu à gérer ces pays. Nous avons rencontré des chancelleries. Il faut qu'on parle aux Maliens lambda. Celui-là qui ne mange pas 2 fois par jour. D'accord. C'est ça aussi la vérité. Oui, dans votre sortie, dans la même sortie, dans votre document, il y a un certain nombre de constats et de propositions aussi que vous faites. Les constats, c'est quand vous constatez que la charrue a été mise devant les bœufs, par exemple, avant les bœufs, en se dotant d'une loi électorale avant l'avant-projet qui va exiger que cette loi électorale soit, et vous demandez en même temps qu'on retire cette concession, puisque vous pensez que cet alourdissement pourrait entraîner une autre prolongation de la transition. C'est ce qui est lu dans le document. Or, ce n'est pas ce qu'en pensent, par exemple, les institutions communautaires auprès desquelles le pays est engagé avec un calendrier. Ils pensent qu'en réalité, le retour à l'ordre constitutionnel va à bon train. Est-ce que vous n'en jugez pas de la même manière? Je vais vous dire une chose. La mise en place de l'EJ, malgré tout ce qu'ils ont raconté quand nous avons rencontré le Premier ministre par intérim, nous l'avons dit, nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont les membres de l'EJ ont été mis en place. Ils oublient de dire que nous, on a demandé la promulgation de la loi électorale. Au même moment, le gouvernement portait la charge devant les CNT. Donc, nous ne sommes pas dans Toto tiré Nama tiré Toto. Nous ne sommes pas dans l'opposition. C'est certains qui veulent que nous soyons dans l'opposition. Quand nous, on demandait la promulgation de la loi électorale, certains, le gouvernement s'opposait. Sur quoi vous vous basez clairement pour dire qu'il pourrait y avoir une autre prolongation de la transition? J'en arrive. Les choses sont très claires. Puisque la communauté internationale, dont la CEDEAO, pense qu'en réalité, les choses se déroulent normalement. Est-ce que ce n'est pas un désaveu pour vous? Je ne suis pas la CEDEAO, mais je crois que de notre rencontre avec le chef du gouvernement par intérim, il a consenti qu'effectivement ce que le cadre a dit est vrai. J'en arrive. De l'avis de tous les experts, nous, on prend les choses au sérieux. Pour ceux qui ont des avis, qui sont des personnes averties, qui connaissent le dossier, on a fait une journée de réflexion. Et il est clair que la loi électorale dit que si on va à l'installation effective de l'EJ, le référendum doit avoir lieu après l'installation effective, donc 6 mois après. Donc il y aura un glissement jusqu'en juin, dans le meilleur scénario. Donc, personne ne pourra nous dire autre chose. Et d'ailleurs, le chef du gouvernement par intérim a dit, effectivement, cela est vrai. Maintenant, pour pallier à ça, peut-être on peut aller vers une relecture de la loi électorale. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent. En retirant le projet de loi constitutionnelle, c'est que vous avez demandé aussi, de retirer le processus. On arrive et ne mélange pas les choses, c'est clair. Pour gagner du temps, je suppose que pour gagner du temps, vous avez demandé... À l'État, il faut être clair. À l'État, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la loi fondamentale du Mali dit? La révision constitutionnelle. D'ailleurs, la Constitution... la constitutionnalité de la démarche que vous demandez le retrait. Écoutez, la loi fondamentale dit que la révision, l'initiative de la révision appartient au président et à l'Assemblée nationale. Il n'y a ni l'un ni l'autre, d'abord. Donc, dans la forme déjà,
c'est anticonstitutionnel. Maintenant, malgré tout, on a dit, malgré tout, allons lire ce qui a été écrit. Ce qui a été écrit divise les Maliens. Ce qui a été écrit... Le contenu. Les contenus. Les projets, dans les projets, on traite les Maliens pas de la même manière. Nous sommes contents quand Frédéric Oumar Kanouté marque des buts et pour le Mali, on ne lui demande pas de retirer une deuxième nationalité. Et quand on regarde l'équipe nationale de foot du Mali, peut-être 80% sont des doubles nationalités. Mais on dit que si tu veux être candidat, pas président, hein, quand tu veux être candidat, qu'il faut renoncer à l'autre nationalité. Mieux, on bombarde le président de la République élu à d'autres pouvoirs. Le Parlement, c'est-à-dire le gouvernement n'est plus responsable devant le Parlement, mais devant le président. Donc c'est plus pour le contenu, ni dans la forme, ni dans les fonds, ce n'est bon. Donc nous nous sommes dit, ça va être qu'une perte de temps. Et c'est clair, les conclusions du dialogue national inclusif disent qu'il faut une révision à minima. Leurs assises disent qu'il faut une révision à minima. Nulle part, les Maliens ont demandé les remplacements. Si on renonçait, pour terminer, comment mettre ça effectivement, comment mettre ça en adéquation avec nos engagements, puisque quand même le pays quand même est engagé dans le cadre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale de faire, comme de réviser quand même la communautaire de l'UEMOA. La position du cadre, c'était l'application des conclusions du dialogue national inclusif et les conclusions du dialogue national inclusif. Et l'accord, il faut le mettre dans la poubelle. Les conclusions du dialogue national inclusif disent qu'il faut une révision à minima. Et nous avons dit, malgré que dans la forme c'est difficile, à partir d'une concertation et un large consensus, on peut arriver à cela. D'accord. Voilà, c'est ça la position des principes du cadre. Maintenant, si on a enjambé tout ça et qu'on a maintenant dit, voilà, on va amener une nouvelle constitution, nous avons dit, nous ne sommes pas prudents. C'est simple que ça, et nous ne sommes pas les seuls. D'accord, avant de passer la parole à Bruno, Abdraman a fait mention de ce sommet de la CEDEAO. Il aurait été décidé par, en tout cas, c'est les conclusions des coulisses des chefs d'État de la CEDEAO, que ces chefs d'État s'apprêteraient à sanctionner le Mali si les soldats ivoiriens n'étaient pas libérés avant le 1er janvier 2023. Quel commentaire? D'abord, nous nous associerons à aucun embargo contre notre pays. Il faut que les choses soient claires. Revenant aux soldats ivoiriens, je suis un des rares hommes politiques. Je n'ai pas parlé au nom du cadre. J'ai dit à haute et intelligible voix que compte tenu de toutes ces bonnes relations qu'on a avec la Côte d'Ivoire, compte tenu du fait qu'on a plus de 4 millions de nos compatriotes qui vivent dans ces pays, qui vaillent regarder les choses et apaiser et libérer ces 49 militaires ivoiriens sans rentrer dans les fonds. Ça, c'est ma position personnelle. Aujourd'hui, c'est 46. On dit que c'est au nom de la féminité. Et si les 49 étaient des femmes, je pose la question. Au même moment, nous avons une ancienne ministre qui se trouve à Bolé. On ne donne pas la liberté provisoire. Je me pose la question. Docteur, le fond de ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on doit finalement prendre au sérieux cette menace, même si elle n'est pas contenue dans le communiqué final de la CEDEAO? Est-ce qu'il faut la prendre au sérieux? Je pense qu'il ne faut pas aller dans le maximalisme. Je crois que la majorité des Maliens souhaitent aujourd'hui qu'il y ait un dénouement heureux. Nous, quand nous allons avoir l'occasion de rencontrer le président Assimi, on va lui dire, pour l'intérêt de la transition, pour son intérêt, son image. Il y a même une cantatrice ivoirienne qui a chanté Assimi. Elle a dit, quand vous voulez aller demander un service à un chef, il faut louer d'abord sa personne, ensuite demander. Au nom de tout cela, au nom des religieux qui ont demandé, au nom d'autres personnes anonymes qui sont parties en apartheid pour demander,
C'est pas Dieu qui mais vient. Puisque la question est judiciarisée, comment vous allez... Nous avons dans notre pays d'éminents juristes. Nous avons dans ces pays libéré des terroristes. Mais il faut arrêter de nous sortir ces arguments. Allez-y. Docteur Soumaré, au-delà de tout ça, là, au-delà des liens séculaires entre le Mali et la Côte d'Ivoire, etc., est-ce que vous n'avez pas l'impression, en toute sincérité, qu'il y a eu une injonction? C'est cet aspect d'injonction de la CEDEAO à un pays souverain? Parce que, quoi qu'on dise, le Mali est un État souverain. Que la CEDEAO donne une injonction, un ultimatum assez prononcé, est-ce que ça ne frustre pas? Ça ne touche pas votre... Moi, je n'ai pas vu d'ultimatum. La CEDEAO a demandé... Selon ce que les huis clos la sorte, selon ce moi, je m'en tiens au communiqué final. Oui, mais ça ne transparaît pas dans le communiqué. Mais selon ce qui nous est rapporté, dans les huis clos... on va commenter tout ce qui se dit en ville. Moi, je m'en tiens au communiqué final qui ne parle pas d'ultimatum, qui ne parle pas... Voilà, donc moi, je m'en tiens à ça. Oui, si cela est avéré que cette hypothèse-là, c'est le 1er janvier, il faut libérer où il y aurait des sanctions. Quelle réaction avez-vous? La question est partie de là. Moi, je ne répondrai pas à cette question parce que j'estime que ce n'est pas une question qui est sur la table. Bon, selon vous, est-ce que la CEDEAO peut donner des injonctions par rapport à ce dossier? Le Mali appartient à des regroupements. Les accords sont supranationaux. Et à ma connaissance, il n'y a que aux États-Unis que les accords internationaux ne supplantent pas la Constitution. Donc, dès lors qu'on rentre dans un club, on accepte les règles. C'est aussi simple que ça. Mais cette histoire-là, c'est une crise entre deux pays, non? Entre le Mali, est-ce que ça entre dans les prérogatives de la CEDEAO? Ils sont venus dans le cadre du système des Nations Unies. Que je sache. Je parle des... Voilà, il y a eu des dysfonctionnements. Maintenant, moi, je ne suis pas dans les dossiers, mais je me dis que l'intérêt du Mali peut pousser les autorités maliennes à faire des concessions. Vous savez, dans notre constitution, nous disons que nous sommes prêts à céder une partie de notre souveraineté pour l'unité africaine. D'accord. On est d'accord. De la même façon, de la même manière, demander à la Côte d'Ivoire de présenter des excuses, mais cela n'a pas été fait. Est-ce que ce n'est pas une concession aussi? Et je me rappelle du terroriste Wadjoussen. Il a été libéré. Est-ce qu'il avait été jugé? Il était où? Il était dans la grande prison. Au nom de certaines concessions. D'accord. Quand paix à son âme, Soumaïla Cissé s'est libéré. Ça a été libéré dans quelles conditions? Il y a eu des prisonniers qui avaient été libérés. C'est une prise d'otage. Soumaïla, c'est une prise d'otage. Mais en tout cas, on a enjambé les textes. On aurait pu dire, voyez, là, on n'accepte pas. Parce que la vie est faite de concessions. D'accord. Donc, si on aime son pays, la Côte d'Ivoire en fait. La vraie raison de faire la politique, c'est de résoudre les problèmes. C'est pas toujours d'en ajouter. Moi, j'ai l'impression la Côte d'Ivoire n'a pas fait de concessions dans ce dossier et c'est le Mali seulement qui doit en faire. C'est l'opinion, hein. C'est l'opinion. C'est ce que les gens pensent. Est-ce que c'est le Mali seulement qui doit faire de telles concessions? Vous savez que moi, j'ai reçu, lors de ma première présidence, le professeur Aïdara, qui est venu avec la société civile ivoirienne pour soutenir la transition en février. Quand il y a eu cette histoire, et il m'envoie régulièrement des messages, c'est un des soutiens de la transition malienne, en tout cas des autorités de la transition. Et quand il y a eu cette histoire, il est revenu encore pour demander, implorer des pardons au nom de la paix pour que ces problèmes se résolvent. Ouais. Voilà, amicalement. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Il faut emprunter ces chemins. Allez-y, Abdraman. Oui, vous avez trop insisté sur les rencontres que vous avez eues avec les leaders religieux par rapport à la situation malienne. Est-ce que vous n'êtes pas le vecteur, le nouveau vecteur par lequel ces religieux-là vont faire incursion encore dans la politique? Est-ce que Mahmoud Dicko, autrement dit, est-ce que Mahmoud Dicko n'est pas le futur, si vous voulez, autorité morale du cadre? Il retourne à la mosquée. Vous le ramenez de la mosquée. Après l'avoir été pour le M5. Donc quand nous allons l'impression, on a l'impression. Il va peut-être poser la question. On a l'impression que vous n'avez tiré aucune leçon. Les politiques, hein? Oui, effectivement, ces politiques-là. Il rejoint la mosquée, vous le ramenez. Le M5 a ouvert la brèche. Les religieux se sont fait des ailes au point d'investir la scène politique aux dépens des politiques, et vous êtes en train encore de leur tendre la perche pour qu'ils reviennent encore sur la scène, pour les républicains que vous êtes. Vous pensez que les membres du gouvernement ne rencontrent pas les religieux? Vous pensez que c'est pour les tirer, pour venir les remplacer? C'est peut-être pour les consulter sur certains textes. Vous croyez que le président de la transition ne rencontre pas les religieux? Peut-être plus que nous?
Je l'affirme, il les rencontre plus que nous. Ce n'est pas pour les dérouler le tapis rouge à Koulouba. C'est pour les, comme il l'a dit, de consulter par rapport à telle chose. Ce n'est pas pour le dérouler une accession. Mais vous êtes en train de dérouler le tapis rouge pour l'espace politique. Mais j'arrive. C'est ça, ouais. Vous savez, nous, on a fait la liste, on a fait 35 correspondances. Il y a eu d'autres rencontres qui ont eu lieu sans correspondance. On a rencontré les forces vives. Au dialogue national inclusif, aux assises nationales, il n'y avait pas les religieux. Ce n'est pas des Maliens. Parce que quand nous partons les rencontrer, c'est pour dire mettez-vous pour que les Maliens puissent se retrouver, puissent faire l'union sacrée autour des institutions de la République. Vous croyez que si nous rencontrons l'église protestante, c'est pour que voilà les amis il n'est pas l'église protestante n'a jamais eu les mêmes velléités que les religieux dont nous parlons. Voilà, si nous rencontrons c'est pas les mêmes velléités. Jean Zerbo, vous croyez que c'est pour lui demander d'être candidat? Nous avons rencontré. Ça n'est pas les mêmes velléités. Alors nous avons rencontré. On va le laisser répondre à la question. Non, il faut que tu comprennes d'abord. Nous avons rencontré Chérif Madane Aïdara. Ça ne sont pas les mêmes velléités pouvoiristes, les mêmes velléités politiciennes que cela dont nous parlons. Et votre action intervient à un moment où les politiques, les religieux sont de plus en plus en train de remettre en cause la laïcité du pays. C'est pour cela aussi que ça vous savez, en un moment, on vous accuse de démarcher l'imam pour qu'il vous apporte son appui comme il avait fait avec le MC. C'est justement ça. Possiblement. Mais je crois que vous devez écouter et les messages que j'ai passés quand nous avons rencontré les religieux. Partout où nous sommes passés, nous avons dit les cadres veulent défendre la laïcité républicaine et surtout le fait que lorsqu'ils sont sortis, après on a vu des messieurs qui ont dit qu'ils sont contre la laïcité. On l'a dit partout. Et d'ailleurs, je vais vous passer un message, une réponse que nous avons reçue chez les protestants. Ils ont dit aujourd'hui, monsieur Yatara, il dit son lieu de résidence ce n'est pas à Bamako. Il se trouve être et même un déplacé dans son propre pays. Il dit, s'il n'y a pas la laïcité, ils n'existeront pas. Il faut que des hommes politiques soient capables de dire, nous, notre position, c'est la laïcité républicaine. Notre position, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est les droits humains, c'est le multipartisme intégral. Ceux qui disent autre chose, nous on ne dit pas le matin on ne dit pas quelque chose et aller raconter le contraire la nuit. Docteur Soumaré. Ceux qui se sont mis dans un projet politique pour et de façon très claire. Les Maliens les connaissent avec certains religieux. Les Maliens les connaissent. Docteur Soumaré, dans l'ambiance de votre visite au Premier ministre intérimaire, le colonel Abdoulaye Maïga, le colonel Goïta a décidé du retour du Premier ministre Choguel Kokala Maïga à la primature. Comment votre cadre a accueilli ce retour du Premier ministre Choguel Kokala Maïga? Triomphal, hein, presque. Vous savez, sans exagération. Il y a deux aspects dans cela. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga est un Malien. C'est un chef de parti. Moi, en tant que médecin, je ne peux que lui souhaiter la bonne santé. On le croit ou pas, c'est ma raison d'être. C'est mon job. C'est de soigner les gens. Parfois j'échoue, parfois j'ai réussi. Donc, les retrouver en bonne santé, alors qu'on nous avait dit que c'était un repos forcé, c'est autre chose. Ça, c'est la communication gouvernementale. Maintenant, la position du cadre a été déclinée lors de la présidence de Djigakoura en mai passé. Et le cadre a clairement dit, ça c'était avant le repos forcé, que nous souhaitons que le président de la transition démette le premier ministre de la transition et qu'il nomme un premier ministre neutre qui n'est pas dans les jeux partisans et qui rassemble les Maliens. On s'en tient à ça. En termes clairs, vous ne souhaiteriez pas son retour à la primature? Mais quand on demande la démission de quelqu'un, on n'a pas besoin
de répéter. C'est une mauvaise nouvelle finalement. Dans les mêmes termes. C'est une mauvaise nouvelle pour le Mali parce que il a dit, il y a la nomination d'un premier ministre. Il a dit qu'il va continuer avec les mêmes comportements, avec les mêmes invectives et qu'il n'y a pas de recul possible. Moi, j'en appelle. Il a dit ça? Ah, bien sûr. Quand il a rencontré le président de la transition, j'ai écouté. Il a dit, il y a pas de recul. Avec les mêmes invectives. Bien sûr. Il a utilisé ce mot? Il n'a pas dit invective. Il dit que les chemins qu'ils ont empruntés, qu'il n'y a pas lieu de retourner, qu'ils vont continuer. D'accord. Et les chemins qu'ils ont, c'est d'utiliser des vidéos pour insulter les gens, c'est diviser les Maliens. Ça a été le premier le plus clivant. Moi, je pense qu'on doit parler du Mali. Et je pense que les membres du gouvernement doivent regarder ce que font les membres du gouvernement britannique. Quand ils sentent, même si c'est dans leur majorité, quand ils sentent que le Premier ministre qui est là ne fait pas le job, il se désolidarise, il démissionne. Votre souhait était de voir le colonel Abdoulaye Maïga confirmé? Ah non, nous disons qu'il faut que le président de la transition démette le Premier ministre actuel et nomme un Premier ministre neutre rassembleur qui a les connaissances avec le job. Justement, les gens disent qu'il n'y a pas de neutre. Qui peut être neutre? Qui peut être étiqueté neutre sans parti? Non, quelqu'un qui est neutre, qui n'est pas partisan. Ce qu'ils ont dit, c'est aussi simple que ça. Oui, mais néanmoins, aujourd'hui, il est clair que ce n'est plus lui. À partir du moment où le chef de l'État lui-même l'a choisi malgré son état de santé et malgré tout ce qu'il a connu comme épreuve. Non, il a une meilleure état de santé. Est-ce que c'est à lui qu'il faut en vouloir? Les choses sont claires. Hein? Si Assimi pense, le colonel Assimi Goïta, si le président de la transition Assimi Goïta pense que ce que fait Jogel Kokala Maïga en divisant les Maliens, en laissant certains Maliens se faire insulter et les traiter d'apatrides, et penser même que dans son clan, qu'ils permettent au mouvement politique qui reste encore, des petits groupes qui restent encore, insulter d'honnêtes citoyens maliens, ça veut dire qu'il est mal conseillé. Moi, je pense aujourd'hui que le président Assimi Goïta doit prendre la mesure de la situation et trouver quelqu'un qui puisse rassembler les Maliens. Ça n'a rien de personnel. Ça veut dire pensons que nous disons ça pour notre pays. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous allez rencontrer, on l'espère, vous l'avez dit tantôt, lorsque vous allez avoir la chance de rencontrer le chef de l'État bientôt, ce sera un de vos plaidoyers sans doute d'évincer le chef du gouvernement. Parce que si on aime le Mali, voilà, il faut trouver la vraie raison de faire la politique, c'est de trouver des solutions. Dixit et paix à son âme ATT. Donc il est important qu'on comprenne. Et je cite encore le président ATT. Il dit, si tu veux aller vite, tu vas seul. Si tu vas aller loin, tu vas avec les autres. Aujourd'hui, la transition a dit qu'elle veut la neutralité, l'inclusivité et le consensus. Il n'y a aucun de ces éléments aujourd'hui qui est contenu dans le gouvernement, dans les missions du gouvernement actuel. Abdraman, pour votre dernière question. Toute dernière question. Oui. Je suis dans l'embarras. Et parmi vos préoccupations, je vais peut-être brancher les deux questions. Il y a aussi la question sécuritaire. Vous avez évoqué longtemps large votre document. Auparavant, vous aviez déjà émis des inquiétudes par rapport au départ de Barkhane. Est-ce qu'on peut dire que l'histoire, vous estimez aujourd'hui que l'histoire vous a donné raison avec le départ de Barkhane, vu la situation qui sévit aujourd'hui dans le nord et le centre? Et ça, c'est la première. Et pour boucler, il m'a paru un peu contradictoire que vous plaidiez pour le retour de certains de vos amis politiques contraints à l'exil, tel que vous le dites dans le même document, et en même temps plaider pour des actions judiciaires pour d'autres dossiers. Est-ce que vous ne voyez pas une contradiction dans ça? Et par rapport au départ de Barkhane, nous l'avons regretté. Nous ne sommes pas les ministres de la Défense. Je suis sûr que le colonel Sadio Kamara maîtrise peut-être la situation sécuritaire, en tout cas plus que nous. Le président
Assimi Goïta maîtrise plus ces situations que nous. On aurait voulu avoir tort, mais ce qu'il faut comprendre, nous, notre position, nous sommes convaincus que la défense du Mali doit revenir en premier chef aux Maliens. C'est pourquoi on avait fait à un moment donné une réflexion, à savoir, en plus de l'armée malienne, les groupes d'autodéfense, il fallait les enrôler. C'était notre position. Et je crois que cette position n'est pas loin de ce que le capitaine burkinabé est en train de faire chez lui. Et deuxièmement, nous sommes convaincus que nous sommes face à une guerre asymétrique. L'histoire récente, même un peu lointaine, nous enseigne que les Russes ont fait 20 ans en Afghanistan, après ils ont fui. Après eux, les Américains sont venus 20 ans. Quand ils ont annoncé que la semaine prochaine nous partons, le président afghan a fui. Vous avez vu tous les avions se faire suivre comme si on était au cinéma. D'accord. Donc nous sommes face à des agresseurs sans foi ni loi. Donc, même unis, nous ne sommes pas convaincus qu'on puisse gagner à plus forte raison divisée. Donc, par rapport au deuxième aspect, nous avons dit, nous voulons qu'on évite la judiciarisation des affaires politiques. Maintenant, qu'on laisse la justice faire son travail. Il ne nous appartient pas, nous, de dire tel est coupable ou tel n'est pas coupable. Mais nous disons simplement... Quelle affaire politique a été judiciarisée? Non, nous avons tous l'impression qu'il y a des têtes de Turcs qui ont été désignées. Maintenant, je termine par ça. Nous avons dit qu'il y a des personnes, pas les moindres, pratiquement des amis, qui ont dit de façon solennelle que nous sommes d'intelligence, en intelligence avec des ennemis de notre pays. Vous croyez qu'on doit laisser cela passer? Cela n'a rien de politique. Non, ce n'est pas de ça que je parle, ce qu'on ne s'est pas compris. Okay. Tendez la main secourante à certains de vos amis en disant de permettre le retour dans le pays des gens contraints à l'exil pour des affaires pour le moins judiciarisées. Oui, nous disons... En même temps, dans le même document, vous dites non, il y a des dossiers qu'il faut judiciariser, qu'il faut engager dans le rouage de la justice. Est-ce que ça ne revient pas à la même chose? Mais nous avons dit... Il y a quand même contradiction. L'audit. Non seulement l'audit. Mais vous savez, les logements sociaux, je prends un exemple. De l'histoire du Mali, nous n'avons jamais vu que des logements sociaux aient été attribués à des enfants de 3 ans. Vous en connaissez des cas maintenant? Mais on nous a montré les listes. Donc moi je dis aujourd'hui, il est important que quand on demande l'audit c'est vérifier. On n'a pas dit d'aller les jeter quoi que ce soit. On dit il faut vérifier. Vous n'avez pas seulement l'audit, vous avez demandé à ceux qu'on porte à la justice certains dossiers. Mais vous avez énuméré. Quand les vérificateurs de la République sortent des dossiers, il appartient à la justice de s'en saisir. Maintenant, s'il y a des dysfonctionnements, c'est ce qu'ils ont fait et à contraire, il existe d'autres. Quand il y a eu des dysfonctionnements, que le gouvernement même a reconnu, parce qu'il a suspendu même le processus d'attribution. Oui. Il faut vérifier. D'accord. Pourquoi Bruno, il y a ici là? Pour votre dernière question. Oui, il y a un communiqué de la CEMA qui venait de tomber où on parlait d'atrocités, d'enlèvements et autres dans certaines zones quelle est votre lecture de cette appréciation? Et le communiqué indexe même s'il y aurait des éléments des pharma et de groupes de partenaires russes. Quelle appréhension avez-vous par rapport à cette question-là? Je pense que la CEMA est représentée dans le gouvernement. Ils ont la possibilité de faire remonter ces informations avérées pour que ce soit traité. Si on est... C'est ça la difficulté de l'exercice. On ne peut pas être sur la rive droite et être sur la rive gauche. Ok? Donc, vous êtes dans le gouvernement qui se sentent maliens et qu'ils aident plutôt le gouvernement à résoudre ces problèmes-là si ça existe. Au lieu qu'on sorte des communiqués qui sont à la limite accusatoires, moi je pense aujourd'hui, il faut qu'ils aient conscience que c'est une force politique, ils sont une force politique, ils sont dans le gouvernement et qu'ils agissent comme tels. Dernière question de l'émission, nous venons d'apprendre la démission du chef de cabinet du Premier ministre Choguel Koukala Maïga. Quel commentaire? Je ne sais pas, j'ai appris avant de venir ici. Directeur de cabinet.
Pardon? Le directeur de cabinet, oui, le directeur de cabinet. Oui, j'ai appris. Professeur Sengaré. Oui, j'ai appris sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas quelle est la raison, mais moi-même, je viens de dire, pour rendre service à ce pays, que les ministres maliens s'inspirent de l'expérience des ministres britanniques qui, quand ils constatent un dysfonctionnement dans le gouvernement, ils font tomber le gouvernement en démissionnant. Pensez-vous qu'il a constaté un dysfonctionnement au niveau de la primature? De l'âge aussi, hein. Oui. Moi, je ne connais pas les raisons, mais sauf que le Premier ministre vient d'arriver. Et je ne sais pas si le timing est aussi innocent, mais bon, j'attends de voir clair. Donc vous applaudirez cette démission puisque vous voudriez le départ de son patron. La démission d'un membre du cabinet du chef du gouvernement ne veut nullement dire un désaveu pour eux. Mais c'est le mur du Premier ministre qui s'érode là. Pas forcément, ça dépend de la raison. Docteur Soumaré, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Abdraman, nous sommes dans la délibération. C'est la deuxième fois que nous l'accueillons et je constate que c'est pas la. D'abord, je souhaite que ce ne soit pas seulement la seconde fois que nous l'accueillons. Et j'ai retrouvé vraiment un homme qui a gagné beaucoup gagné en maturité dans ses approches. Et je pense que les questions qui ont été abordées ici avec lui l'ont été avec beaucoup de responsabilité et la franchise qui était notre maître mot au départ est au rendez-vous. Il n'y a pas eu de langue de bois par rapport aux questions et surtout je retiens la responsabilité qui le caractérise par rapport à certaines questions. Et voilà, il ne s'agit pas de s'opposer pour s'opposer, il s'agit exactement de faire aussi des propositions, de recommander des choses au gouvernement pour l'aider à sortir de la situation où le pays se trouve. Je pense que cela mérite qu'il soit récompensé par un acquittement. Bruno? Oui, Abdraman a marché sur ma langue, comme on le dit. Moi, c'est ma première fois de l'avoir en face sur un plateau. J'ai relevé son courage par rapport au sujet assez sensible, surtout que nous sommes dans un contexte de transition, quoi qu'on dise, transition militaire. On peut y agréger politique, mais militaire. Donc, courage et beaucoup de détermination dans cette prise de position. Et j'apprécie les démarches du cadre dont il est le président tournant, mais les démarches, c'est-à-dire rencontrer autant de personnes. Je me suis fait dire que chaque jour, quasiment, ils sont en train de faire des va-et-vient entre des entités politiques, des acteurs majeurs. Et tout ce qu'il a expliqué ici, je crois que c'est assez pertinent, c'est assez constructif, pourvu qu'il y ait de la bonne foi, qu'il n'y ait pas de la politique politicienne derrière, s'il y a de la bonne foi pour plaider. Et il a annoncé une prochaine rencontre avec le chef de l'État pour plaider les grands dossiers, dont le retour de certains de leurs amis politiques qui sont à l'extérieur. Pour tout ça là, je crois qu'il mérite qu'on lui donne la chance de pouvoir revenir encore, donc d'être acquitté. Merci. Au bénéfice donc de ces deux réquisitoires, au relent des compliments, je ne peux que prononcer en votre faveur, monsieur l'accusé, une décision, Abdraman s'il vous plaît, une décision d'acquittement. Par conséquent, docteur Soumaré, vous êtes libéré purement et simplement des liens de l'accusation. Votre dernier mot. D'abord, je remercie le jury pour quand même son impartialité. J'espère que la justice malienne sera à l'image de cette impartialité, parce que nous avons besoin d'une justice impartiale et qui va défendre le faible contre le fort quand le fort a tort. Et aussi, je remercie mes camarades du cadre, les membres du directoire qui m'ont donné suffisamment de force, mes amis qui m'ont donné suffisamment de force, qui m'ont donné beaucoup d'expérience. En les côtoyant, on apprend toujours. Moi, je suis un éternel étudiant, donc je me dis que c'était un devoir pour moi de les honorer en venant devant ces jurys. Si j'ai la chance d'être acquitté, merci. C'est donc tout pour ce numéro de votre émission Grand Jury, qui recevait comme invité Dr Modibo Soumaré, président du cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Au revoir.